Alors, voici l'explication des premiers vers de Morse de Victor Hugo, que vous avez travaillé en autonomie. Je vis cette faucheuse, elle était dans son champ, elle allait à grands pas, moissonnante et fauchant, noir squelette laissant passer le crépuscule. Dans l'ombre où l'on dirait que tout tremble et recule, l'homme me suivait des yeux les lueurs de la faux. Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux tombaient. Elle le changeait en désert Babylone, en trône l'échafaud et l'échafaud en trône, les roses en fumier, les enfants en oiseaux, l'or en cendres et les yeux des mers en ruisseaux. Alors vous avez entendu ma lecture, il faut bien respecter la question des E muets. Alors Morse est un poème de la fin de notre corpus des contemplations, et donc c'est la partie à la fois révoltée et mélancolique, même désespérée du recueil. Donc on est loin des célébrations initiales de la nature, de l'amour, de la jeunesse, des femmes séduisantes. On est après la mort de Léopoldine, au moment où Victor Hugo est obsédé par ce thème de la mort. Et vous avez ici un poème qui n'a pas de forme fixe, ce sont juste des enchaînements d'alexandrins avec des rimes suivies, mais vous avez remarqué qu'on conserve quand même l'alternance entre les rimes masculines, comme ici, chant, faux chant, et les rimes féminines, crépuscule, recul. Donc chant, faux chant masculin, faux, triomphaux masculin, oiseau, ruisseau masculin, mais crépuscule, recul féminin, Babylone, trône féminin, avec une légère dystonie mélodique dans la prononciation. Alors, comment ce poème s'organise-t-il? Je vis cette faucheuse. Vous remarquez d'abord que nous avons à nouveau affaire à un poème dans lequel excusez-moi, mon chien aboie évidemment, un poème dans lequel le poète s'investit personnellement. C'est un poème à la première personne. Donc le poète, cette petite anecdote qui nous est racontée à une dimension autobiographique, le poète se positionne directement dans son poème, mais finalement dans le reste du poème, il va s'effacer, le jeu va disparaître, et pour laisser la place à une parole universelle. Et vous avez là toute la problématique des contemplations, dans votre problématique mémoire d'une âme. Si vous vous rapportez au prologue des contemplations, vous vous souvenez que Victor Hugo a cette prétention d'avoir un jeu universel. Donc le jeu, c'est à la fois l'individu avec toute son humanité, mais c'est en même temps tous les hommes qui peuvent s'identifier à lui. Le poète est dans une posture d'observation. Vous rapprochez ça du titre du recueil, Les Contemplations, et c'est très fréquent chez Victor Hugo d'avoir cette posture de spectateur de quelque chose, d'un monde qui s'offre à lui. Mais dès le COD du verbe, cette faucheuse, le lecteur sent qu'il n'est pas dans le réel, qu'il est dans une vision, dans un rêve, dans une projection de l'imaginaire, une projection symbolique, fantasmatique de l'imaginaire. La faucheuse, qu'est-ce que c'est? La faucheuse, c'est l'allégorie de la mort. C'est une allégorie traditionnelle, ce n'est pas Victor Hugo qui l'invente, c'est quelque chose qui est présent dans le folklore européen depuis le Moyen-Âge, et donc c'est une représentation de la mort sous une forme féminine. Cette forme féminine, elle vient essentiellement dans le monde roman, donc dans le monde des langues romanes, du fait que le terme mort a un genre féminin. Dans d'autres univers plus nordiques, où les mots n'ont pas forcément de genre, comme en anglais par exemple, la mort est plus généralement représentée sous la forme d'une figure masculine. Donc ça, c'est une spécificité romane. Le français comme l'italien, l'espagnol est une langue romane. Donc la mort est représentée traditionnellement sous cette figure allégorique de la faucheuse, donc un squelette couvert d'une cape de moine, donc avec une grande capuche, une grande robe avec une capuche, et tenant à la main une faux. Et donc cette métaphore de la moisson pour représenter la mort, elle est aussi traditionnelle et c'est une métaphore biblique. Donc on la trouve dès les origines du christianisme. On est dans un environnement chrétien à partir du moment où on utilise cette image de la mort comme faucheuse. Alors pour vous, c'est peut-être pas forcément évident parce que cet imaginaire, il a été multi-repris dans tout l'univers un peu gothique, dans tout l'univers des films d'horreur, dans tout l'univers des jeux vidéo, etc. On a l'impression que c'est quelque chose de normal, mais en fait, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est la pensée chrétienne occidentale qui s'exprime à travers cette image de la faucheuse. Le terme faucheuse va se retrouver en polyptote. Vous vous souvenez, je vous réécris le mot ici.
Donc elle va se retrouver en polyptote à travers le participe présent fauchant et le nom commun faux, qui est en fait amené par les deux autres termes. Donc ça culmine, c'est pour ça que ce premier bloc de vers qui forme un tout, puisqu'il s'oppose quand même à la syntaxe du reste du poème, ce premier bloc culmine sur l'évocation de la faux, et vous remarquez que cette évocation se fait à travers une graphie, donc une orthographe archaïsante, une orthographe qui renvoie à l'univers médiéval. Cet univers médiéval, il est propre aux romantiques. Vous vous souvenez, vous avez travaillé sur normalement, si vous suivez mes conseils, vous avez travaillé sur la carte mentale qui est au début de votre manuel et qui vous rappelle les principes du romantisme, et puis sur la partie d'histoire littéraire qu'il y a dans votre manuel sur la poésie romantique, et vous avez appris, vous avez revu que les romantiques vont revivifier le Moyen-Âge, par opposition par exemple aux hommes du XVIe et du XVIIe siècle qui avaient un assez fort mépris pour le Moyen-Âge et qui valorisaient essentiellement l'Antiquité. Donc repensez par exemple aux tragédies de Racine, elles ont toutes quasiment pour source, pour base, des histoires tirées de la mythologie grecque ou de l'histoire grecque, que ce soit Iphigénie, etc., ou de l'histoire romaine, comme Britannicus, ou Cinna. Donc vous avez au XVIIe siècle, dans la pensée classique, et si vous regardez les châteaux aussi, vous voyez la même chose dans les arts décoratifs, vous avez une fascination pour l'Antiquité. Dans l'architecture aussi, pensez sont des architectures classiques qui reprennent donc le classicisme grec revivifié par le classicisme romain. Les romantiques vont, eux, s'intéresser plus particulièrement au Moyen-Âge, à la ruine, et à ce mystère médiéval fait de mysticisme, de grandes épidémies, l'espèce de Moyen-Âge sombre qui va les susciter, qui va stimuler leur imaginaire. Elle était dans son champ. Ici, ce qu'il faut remarquer essentiellement, c'est l'adjectif possessif « son », qui indique que finalement, la terre entière appartient à la mort. Donc vous avez ici quelque chose, une vision assez pessimiste, puisque la terre est essentiellement le lieu de la mort. On se souvient que Victor Hugo est traumatisé par la mort de sa fille à la fin de son recueil, et qu'il voit toute la vie humaine sous un jour très sombre, et donc ici, il accorde, en fait, il offre la terre entière à la mort. Elle allait à grands pas. On continue la personnification de la mort à travers cette allégorie de la faucheuse. La mort a donc un corps, et ce corps peut être dans un mouvement dynamique. On n'est pas du tout dans le même type de mouvement que celui qu'on avait dans le premier poème, puisque dans le premier poème, c'était un mouvement qui allait permettre la communion avec la nature, alors qu'ici, c'est un mouvement mortifère, qui apporte la mort. Et le fait qu'elle se déplace la rend encore plus dangereuse, encore plus menaçante, puisqu'elle couvre un territoire plus large. Et cette menace est soulignée par le complément prépositionnel à grands pas, qui est un complément circonstanciel de manière et qui va renforcer, qui va élargir le champ d'action de la mort. Alors que fait-elle pendant qu'elle avance? Elle va moissonnante et fauchant. Donc, vous avez ici deux participes présents qui reprennent la métaphore agricole qu'on avait déjà avec champ, deux participes présents qui, normalement, devraient se construire avec un COD. On se demande ce qu'elle moissonne et ce qu'elle fauche. Donc, vous avez ici une image, une métaphore qui s'appuie sur de l'implicite, puisque l'objet sur lequel s'exerce l'action n'est pas identifié, n'est pas clairement mentionné. Et donc, le lecteur doit faire des hypothèses, des suppositions, et comme je vous ai dit que le champ représente en fait la terre tout entière, ce qu'elle moissonne et qu'elle fauche, en reprenant la métaphore biblique de la moisson d'hommes, ce sont évidemment les humains qui sont comparés à des épis de blé. Donc ça, c'est une métaphore tout à fait traditionnelle dans la Bible qu'on rencontre des centaines de fois, et c'est là-dessus que Victor Hugo s'appuie. Donc le fait qu'il ait supprimé le complément d'objet direct ici, c'est une façon de rendre son action pure, de rendre son action absolue, puisqu'on ne sait pas exactement sur quoi elle s'exerce. Et cette action de la mort est une action de destruction. Une apposition vient compléter le pronom personnel « elle ». Cette apposition, c'est noir squelette.
On voit que dans ces premières strophes, tout est sombre, puisqu'on a noir, on va avoir l'évocation du crépuscule et de l'ombre. Donc on aura 3 évocations de cette entrée dans la nuit, et il paraît tout à fait logique aussi dans l'imaginaire occidental d'associer la nuit à la mort. C'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel. Donc Victor Hugo, que fait-il ici? Eh bien, il sollicite l'imaginaire folklorique, l'imaginaire traditionnel des lecteurs européens. Ce squelette, il renvoie aux images de danse macabre. Alors la danse macabre, c'est une représentation picturale de la mort extrêmement fréquente en Europe à partir, donc qui couvre absolument toute l'Europe chrétienne à partir de la fin du Moyen-Âge. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Là, vous avez une représentation qu'on trouve de mémoire dans une église de Tallinn, donc en Estonie, dans les pays baltes. Et vous voyez le triomphe de la mort qui va exercer sa puissance sur tous les humains. Et les humains dans les danses macabres sont toujours hiérarchisés. On nous rappelle que, vous pourrez associer ça au thème de la vanité au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on nous rappelle que la mort rétablit l'égalité entre tous les humains. Tous les humains sont créatures de Dieu, tous les humains sont créatures mortelles, et donc tous vont être frappés. Ici, vous la voyez avec son arc, là vous la voyez avec une arquebuse, et donc tous les humains, quel que soit leur rang, c'est pour ça que vous avez des papes, vous avez des évêques, vous avez des prêtres, etc. Et puis après, quand on s'éloigne, on trouve les humains normaux, enfin, les gens profanes, enfin les laïcs, qui ne sont pas des clercs. Tous les humains, quel que soit leur rang et leur gloire dans le monde, dans le siècle, seront de toute façon détruits par la mort avant la résurrection. Donc c'est une représentation qu'on trouve souvent. Là, vous en avez une du XVe siècle, de la même façon. Et donc vous voyez les empereurs avec le glaive de la puissance, l'orbe, donc la représentation du globe terrestre surmonté de la croix. Je vous rappelle que l'orbe, c'est quelque chose qu'on trouve très 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 tôt, dès le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, dans les représentations de la puissance de Dieu sur le monde. Ça vous rappelle que non, les humains ne croyaient pas que la Terre était plate, hein, ça n'a aucun sens. Ça, c'est toujours les légendes urbaines qui circulent un peu partout. Et là, vous voyez que ça, c'est vraiment une danse macabre. Donc, les squelettes dansent avec les humains. Donc là, vous avez un cardinal. Ça concerne les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres. Et donc, bon, quand ça se continue, plus on s'éloigne, plus on va avoir des gens modestes. Et donc, la mort, dans une espèce de sarabande, entraîne les humains hors du monde. Et c'est un appel à l'humilité pour la plupart des humains. De la même manière, là, vous avez un tableau de Bruegel l'Ancien, donc un peintre flamand du XVIe siècle, fin XVIe siècle, et c'est pareil, c'est le triomphe de la mort. Vous voyez les charniers, les humains qui s'entassent. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'entassent? Parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a la guerre. Et vous voyez les armées entières, les légions de squelettes qui viennent récupérer, qui viennent justement moissonner, emporter leur, on a ici, voilà, qui viennent emporter leur proie. Et alors les danses macabres, très souvent, la plupart du temps, comme ici, elles étaient représentées sur des fresques, donc des peintures à fresco, c'est-à-dire on peint en direct sur un enduit mural, et c'est une technique très exigeante parce que la peinture va sécher très vite, va s'incorporer très rapidement à l'enduit, donc la peinture n'est pas posée sur le support, mais elle va fusionner avec le support, et on a toujours la même chose dans ces danses macabres, c'est-à-dire une alternance entre le squelette et l'humain. Voilà. Donc là, vous avez des gens de conditions plus modestes qui sont représentés dans cette danse macabre. Et pour ceux qui ne savent pas, ben non, là, j'ai pas d'image de la faux. Donc la faux, c'est c'est une grande hampe avec une lame incurvée, extrêmement longue, qui sert à faucher le foin, le blé, etc., à moissonner. Donc ce squelette, il laisse passer le crépuscule, il fusionne avec la nature en fait, il n'arrête pas la lumière, tout passe à travers lui, et c'est pour ça qu'il est aussi, lui également, inarrêtable. Dans l'ombre où l'on dirait que tout tremble et recule, ici on voit l'effacement du jeu du poète derrière un « on » indéfini qui représente toute l'humanité. N'importe qui peut constater finalement ce que le poète lui-même constate. Et donc cette vision qu'il partage avec nous, c'est en fait une vision que tous les humains peuvent avoir s'ils ouvrent leur regard et s'ils regardent le monde avec cette lecture symbolique.
L'homme suivait des yeux les lueurs de la faux. Ici, il faut repérer l'article défini L', un homme représentant tous les hommes, toute l'humanité. Et cette faux, finalement, c'est elle qui est lumineuse dans l'ombre. Donc dans l'ombre, le squelette est noir, etc. C'est le crépuscule. Mais dans cette ombre, il y a une lueur, finalement. La seule chose qui soit lumineuse, c'est la mort qui frappe inlassablement les humains. Donc voilà pour l'analyse de ces premiers vers. Après, je vous laisserai regarder la structure, le rejet que vous avez ici, l'allitération en T entre triomphateur, triomphaux et tombait, le polyptote entre triomphateur et triomphaux, la symétrie complète de ces vers qui donnent des exemples en fait de cette fameuse moisson, de ce que la faux de la mort est en train de faucher. Et donc, on voit que parfois, vous avez des personnes qui représentent, tous les exemples ont une valeur symbolique. Ici, vous avez la gloire militaire, la puissance sur terre. La Babylone, il faudrait que vous vous renseigniez pour savoir dans le monde biblique ce que représente Babylone. Les rois, les roses avec la valeur symbolique liée aux jeunes femmes, à l'amour, à la beauté de la vie. Les enfants, et là vous irez vous renseigner aussi sur l'amour immense que Victor Hugo vouait aux enfants. Il a même écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'art d'être grand-père ». Donc il avait un amour immense et un immense respect pour l'enfant, une sorte d'idéalisation du monde de l'enfance comme monde de la pureté, comme monde de l'innocence. C'est pour ça que les enfants se transforment en oiseaux, parce que leur âme est encore pure, donc eux ne vont pas devenir poussière, cendre, fumier comme les autres, mais leur âme va pouvoir s'envoler dans des terres parce qu'ils sont encore innocents. Donc je vous laisserai étudier tout cela en faisant bien attention aux symétries, aux chiasmes, le trône en échafaud, l'échafaud en trône, à toute cette construction particulière. Et puis il faudrait que vous dégagiez le lien symbolique en accord avec l'esthétique romantique de tous les exemples qui sont choisis.